Bonsoir. Le Cameroun a passé la barre des 65 000 cas positifs au coronavirus. Malgré les multiples appels au respect des mesures barrières, les chiffres connaissent une montée impressionnante. Le relâchement des mesures en avril dernier est avancé par certains comme étant la raison fondamentale de cette situation. Toutefois, la vaccination contre la maladie est en cours au Cameroun. Les vaccins de différentes firmes sont sur le territoire depuis le 11 avril dernier. Si au départ les cibles étaient le corps médical et les personnes âgées, celle-ci vient d'être étendue aux plus de 18 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de se protéger des maladies dangereuses avant d'être en contact avec ces affections. Celle-ci s'annonce donc comme une porte de sortie de la pandémie. Pourtant, ils sont nombreux les Camerounais à être réticents face au vaccin. Qu'est-ce qui fait problème? Qui doit être vacciné? Avec les différents types de vaccins présents au Cameroun, lequel choisir? Ces questions et bien d'autres, je vais les poser à notre invité de ce soir. Médecin de santé publique et du travail, doctorat en médecine générale obtenu à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé. Il est également expert au comité national de lutte contre le sida. Dans son escarcelle, on peut compter un master en santé publique obtenu à l'Université catholique d'Afrique centrale, un diplôme interuniversitaire de prise en charge de l'infection à VIH de l'Université de Montpellier, c'est en France. Il a également un DSS en santé et sécurité au travail de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est au Sénégal. Il a été à la tête des formations hospitalières telles que l'hôpital de district de Ngoumou, c'est dans la région du centre, le centre médical d'arrondissement de Tonga, c'est à l'ouest, la fondation Chantal Biya, non sans citer le port autonome de Douala, où il est à ce jour chef du département médico-social. Avec lui, nous pourrons également parler de santé au travail, la fête du travail étant dans quelques jours, ou dans quelques heures plus précisément. Le docteur Roger Etoile est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane et bonsoir à vos téléspectateurs, vos nombreux téléspectateurs et merci de l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant sur ce célèbre canapé rouge. Très bien. Maintenant que vous êtes confortablement assis, je ne saurais démarrer cet échange. Vous êtes du corps médical. Est-ce que le docteur Etoile s'est fait vacciner? Alors, c'est une question qui revient tout le temps. Je ne me suis pas encore fait vacciner, mais je vais le faire parce que dans la formation sanitaire que je dirige, nous sommes plusieurs dizaines, nous sommes une quarantaine de personnels de santé et nous sommes en train d'acquérir nos doses pour pouvoir se vacciner en masse. Donc je ne voudrais pas, entre guillemets, courir et abandonner mes équipes. Donc nous allons le faire dans les heures, parce que les jours qui viennent. Je vais me faire la personne indiscrète. Lequel des vaccins allez-vous choisir? Alors, c'est vrai que pour l'instant... Peut-être avant, vous pourriez, vous étant dans le métier, nous citer les différents types de vaccins présents au Cameroun. Moi, j'aimerais pas me lancer là-dedans. Vous, dites-nous précisément lesquels sont présents au Cameroun. Alors, selon les données officielles, nous avons deux types de vaccins. Nous avons Sinopharm, qui est un vaccin à virus inactivé, et nous avons AstraZeneca, qui est un vecteur viral. Nous attendons, je pense que le ministre de la Santé a dit que nous sommes dans l'attente d'autres vaccins, Sputnik, le vaccin, et Johnson & Johnson, qui est un vaccin anglais. Donc, nous sommes donc, pour l'instant, nous avons donc ces deux vaccins chinois et anglais, AstraZeneca, qui sont disponibles au Cameroun. Je pense que pour moi qui ai moins de 50 ans,
l'idéal, c'est de me faire vacciner avec le vaccin Sinopharm. Et peut-être on va expliquer plus tard. Expliquez-nous directement qu'on comprenne. Et pour voilà. Bon, il faut comprendre que le vaccin AstraZeneca, pour déjà, évidemment, même s'il y a quand même un risque qui est faible, il y a quand même un risque faible de thrombose, et tout ça qui existe, même s'il est minimal. Et également, c'est un nouveau vaccin à vecteur viral. Pour moi, je le conseillerais à des personnes d'un certain âge qui n'ont plus forcément l'envie entre guillemets, de faire des enfants et tout, parce que c'est quand même un vecteur viral. Expliquez-nous, vecteur viral, c'est-à-dire? Le vecteur viral, c'est-à-dire que c'est un vaccin qui... alors, c'est-à-dire que pour susciter l'immunité, il faut qu'on introduise dans le corps humain un antigène qui est celui de la protéine S. La protéine S du virus, c'est la protéine qui lui permet de pouvoir s'agripper comme ça. Là, vous voyez un peu le coronavirus avec les étoiles. Oui. Et voilà, toutes ces étoiles-là, c'est en fait la protéine S. Et donc, dans le mécanisme des vaccins, c'est l'antigène de la protéine S qu'on arrive à inoculer. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez donc plusieurs types de vaccins. Vous avez des vaccins à ARN, c'est-à-dire que c'est en fait ARN messager. C'est-à-dire que c'est quoi l'ARN messager? L'ARN messager, c'est comme la photocopie d'une page d'un grand livre. Et le grand livre, c'est l'ADN. Et l'ARN messager, c'est comme si, c'est-à-dire que c'est moi, je suis le capitaine, je veux vous envoyer, je veux que vous produisez uniquement la bouteille d'eau qui est à côté de vous, hein, et non pas, c'est pas tout le magasin. Et je vous envoie un message pour produire uniquement la bouteille d'eau. Et donc, dans le virus, il y a donc toutes les composantes, mais on ne veut produire que la protéine S, on ne veut que l'envoyer. Donc, il faut donc un messager qui va donc entrer dans la cellule pour pouvoir produire, donc susciter donc la production d'anticorps par rapport à l'antigène étranger qui est entré. Alors, cette technologie existe depuis, on connaît l'ARN messager depuis 1990. On n'arrivait pas encore à utiliser parce que c'est quelque chose de très instable. Parce que ça se détruit très facilement. Il y a une enzyme qu'on appelle l'ARN messager déshydrogénase. Ça détruit tout le temps. Et c'est pour cela d'ailleurs que au plus fort de la crise, certains laboratoires ont pu trouver la technologie nécessaire pour pouvoir faire entrer l'ARN messager dans la cellule. Et c'est justement les vaccins Pfizer et Moderna qui ont trouvé des capsules de lipides pour pouvoir faire entrer l'ARN messager dans la cellule. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, qui n'ont pas pu trouver la technologie, ils ont trouvé donc des vecteurs viraux. Ce qui est, entre guillemets, ils ont pris un peu l'ADN du chimpanzé. Faut le dire un peu comme ça. Ils ont pris l'ADN, c'est la même chose avec Sputnik, le russe, AstraZeneca et Sputnik. Donc ils ont pris l'ARN messager l'ADN du chimpanzé, en fait. Ils ont pu introduire l'ARN messager, l'antigène du virus, et tout ça pour pouvoir entrer. Mais c'est inactif, hein, il n'y a pas de problème. Ça dit que c'est quelque chose qui est sans danger, mais c'est quand même, vous avez quand même un patrimoine génétique quand même du chimpanzé pendant, il y a quand même, on ne sait pas, il y a un risque quand même faible de le transmettre aux générations en génération. Donc c'est pour ça que vous voyez en Europe, le vaccin AstraZeneca, on dit plus de 55 ans, vous avez toujours des recommandations d'un certain âge, on dit un certain âge et tout ça, il faut donc, c'est pour cela que même ici au Cameroun, ça dit que dans les choix, je recommanderais AstraZeneca, voilà, les Chinois, le vaccin chinois à ceux qui ont moins de 50 ans et AstraZeneca à ceux qui en ont plus de 50 ans. D'accord. Maintenant, quand on vous écoute, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait un travail préalable à faire avant cette vaccination-là? C'est-à-dire que nous sommes là en plein dans, je ne sais pas si on va dire que la deuxième vague ou la énième vague, on est en plein dedans, pendant que certains paniquent, on parle de vaccin.
tout. Tout est embrouillé. Est-ce qu'il ne devait pas d'abord se faire un travail préalable de sensibilisation et d'explication de ces vaccins-là avant l'inoculation, avant la campagne? Oui, c'est évident. Mais la question, c'est que personne n'était prêt à gérer cette pandémie. C'est une pandémie qui nous tombe comme ça sur les bras. Il n'y avait pas un plan de préparation. Il y avait un plan de préparation virtuel sur des menaces sanitaires et tout. Il y avait des pays qui s'étaient plus ou moins préparés, mais personne n'avait vraiment mesuré l'ampleur de l'attaque de cette pandémie. Et donc, on essaye de faire des choses au coup par coup, en faisant des démarches itératives pour pouvoir les corriger après coup. Même sur la question des vaccins, les vaccins qui vont sortir dans 5 ans, 10 ans seront meilleurs que ceux qui sont sortis aujourd'hui. Les traitements qui vont sortir dans 5 ans, 10 ans seront meilleurs que ceux qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, même sur la question de la sensibilisation, c'est quelque chose qu'on arrive à apprendre parce qu'il y a une donnée nouvelle qui est aujourd'hui, qui est l'intensification ou alors de l'hésitation vaccinale ou du refus vaccinal. C'est très répandu. On peut penser que c'est seulement au Cameroun, mais c'est très grave ailleurs. En France, des doses entières, des cargaisons entières de vaccins sont jetées à la poubelle. Parce que les gens hésitent, ne veulent pas se vacciner. Et donc, c'est la première fois que le monde fait face à une telle menace de santé publique où il faut faire face à la fois à des enjeux épidémiologiques, c'est-à-dire comment maîtriser la propagation du virus, des enjeux virologiques, c'est-à-dire comment maîtriser bien les caractéristiques du virus et tout. Après, vous avez des enjeux thérapeutiques, comment trouver les meilleurs traitements, les meilleurs vaccins. Mais vous avez également des enjeux communicationnels. Comment trouver la meilleure stratégie de communication pour pouvoir faire adhérer un maximum de population. Donc, ce n'est pas... Personnellement, je n'aimerais pas être à la place des dirigeants. C'est du monde. Surtout à l'heure parce que c'est un vrai casse-tête, oui, exactement. On partage tout et il y a beaucoup de vidéos. Exactement. Mais est-ce que, là aussi, il ne devrait pas avoir... je dirais comme une concertation entre corps médical et nationaux et même internationaux, parce qu'on a eu des vidéos de médecins étrangers qui disaient à un moment, ne vous faites pas vacciner parce qu'il y a ceci derrière. Est-ce que quelque part dans ce même univers-là, il n'y a pas des idées contraires? On l'a vu avec le protocole, par exemple, anti-Covid. Quand le professeur Raoult est sorti, il y en a qui ont dit non, c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, vous du corps médical, vous ne vous asseyez pas, je veux dire nationaux et internationaux, pour dire on s'entend sur tel chemin à suivre? Oui, il faut savoir que la science est très codifiée. Elle est très codifiée, les méthodes de recherche, elles sont codifiées. C'est-à-dire que pour aboutir à un traitement ou à un vaccin, il y a une certaine procédure. C'est-à-dire que vous avez des essais précliniques, des essais en phase 1, des essais en phase 2, en phase 3, et tout ça est en phase 4. Essais précliniques, évidemment, ou en phase 1, c'est-à-dire qu'on essaye évidemment sur des animaux et tout, pour voir au moins les rats, les souris de laboratoire et tout ça, pour voir tous les principes actifs, pour tester les principes actifs. Ensuite, il y a des effets de phase 1, où on va tester sur un groupe réduit d'humains, et tout, une centaine de personnes. Ensuite, vous avez des essais en phase 3, qui sont des essais randomisés en double aveugle, entre guillemets, où ce sont à peu près 3000, 4000 personnes, et tout ça, où on enlève l'effet placebo, c'est-à-dire que l'effet qui fait que vous guérissez parce que vous avez confiance à un médicament. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, on fait donc des essais en double aveugle. C'est-à-dire que moi, qui vous prescrit, vous qui prenez le médicament, vous ne savez pas effectivement quel est le médicament. Et moi-même qui vous prescrit, effectivement, je suis totalement, j'ai un certain nombre de données, tout ça qui me sont effacées, occultées, pour que je n'ai pas pour qu'il n'y ait pas d'influence. Et donc, on enlève sur un groupe de 3000, 4000 personnes, parfois transnationaux de divers pays. On essaye donc de voir si ça marche. Et on va donc mettre ce traitement
sur le marché. Et là, ce n'est pas fini parce qu'il reste des essais en phase 4. Les essais en phase 4, c'est quand le médicament est déjà sur le marché. On fait de la pharmacovigilance. On essaie de voir est-ce que le médicament ne cause pas trop d'effets indésirables dans la population. C'est pour cela que vous pouvez, quand vous avez des effets, vous allez dire à votre médecin, à votre pharmacien que j'ai eu ceci. Et on note tout ça, on note dans les fiches de pharmacovigilance. On essaie aussi de voir si le médicament devient de plus en plus résistant. Ouais, par exemple, on a retiré la chloroquine en temps du marché parce que le paludisme devenait résistant à la chloroquine. Donc, au départ, vous savez, l'être humain, chacun pense toujours avoir la vérité. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un se lève, il pense qu'il a trouvé un principe actif qui est bon, il fait de la publicité, il dit que non, ça c'est mon médicament, c'est bon, c'est efficace et tout. Mais quand il va éprouver dans son médicament sur les procédures de la science, tôt ou tard, avec le temps, la vérité se saura. C'est-à-dire que ceux qui ont dit qu'ils vont bien soigner, ils ont le médicament miracle. Après un bout de temps, et tout, on verra si son médicament... Par exemple, sur ce qui concerne le célèbre professeur Raoul, effectivement, son médicament marchait bien, entre guillemets, sur un groupe réduit de personnes. Mais quand on a testé à grande échelle, et tout ça, il s'est avéré qu'il y avait une insuffisance d'effets thérapeutiques. Et également, c'est un nombre d'effets également indésirables, si bien que ça n'a pas pu passer la phase 3. Donc, ça a pu passer la phase 1, la phase 2, mais ça n'a pas pu passer la phase 3. Et il y a un nombre calculé, même le Remdesivir, qui était un médicament qui était un peu le concurrent du professeur Raoul, également, jusqu'à la phase 3, il n'a pas pu traverser la phase 3. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne le Covid, l'humanité est sans solution thérapeutique directe contre le virus. Il y a des solutions de réanimation pour gérer un certain nombre également des traitements adjuvants, un certain nombre de choses. Mais c'est un médicament qui agit spécifiquement sur le virus. On est encore en train de travailler dessus. Bon, puisqu'on est en train de parler du traitement, j'ouvre la parenthèse. Finalement, quel est le protocole utilisé au Cameroun? Alors, je pense qu'il y a le comité scientifique du Cameroun qui produit souvent un certain nombre de recommandations. Au départ, on avait un protocole à base justement de chloroquine, d'azithromycine, et tout au départ, parce que c'était les données scientifiques qui avaient au début nous laissaient croire que c'était un médicament qui pouvait être efficace. Mais au fur et à mesure, avec la revue de la littérature, et tout, la revue documentaire et un certain nombre d'effets de recherche également sur le plan local, on a constaté effectivement qu'il y avait certaines insuffisances et le protocole a été réajusté et maintenant on est plus sur des médicaments qui boostent l'immunité, notamment le zinc, la vitamine C et d'autres médicaments et tout ça qui permettent à l'organisme lui-même de se défendre en fait. Mais l'organisme qui est déjà malade, on va juste booster son immunité sans le soigner? Oui, on booste son immunité, mais on soigne également d'autres pathologies ou d'autres dégâts collatéraux, par exemple tels que la surinfection. Parce que quand vos poumons sont progressivement détruits, et tout, après, ce qui vient après, là, c'est la surinfection de ces poumons. C'est ces poumons qui sont bouchés. Donc, on va venir, on va dégager les poumons. Ça peut être par des corticoïdes, ça peut être par des médicaments contre la coagulation, des anticoagulants. Si c'est en réanimation également, on va dégager avec des nébulisateurs, l'oxygène à forte concentration. On va traiter les surinfections et on va mettre un certain nombre d'autres traitements de réanimation qui vont vous permettre de pouvoir vous en sortir. Donc, c'est pas totalement perdu. On arrive quand même à récupérer un bon nombre de patients qu'on pensait totalement perdus. D'accord. Bon, avec les deux types de vaccins qu'on a maintenant, qui doit se faire vacciner et quelles sont les mesures à prendre avant de se faire vacciner? Qui doit se faire vacciner? D'abord, toutes les personnes fragiles. D'abord, le vaccin est volontaire.
C'est la première des choses. Parce qu'on a laissé courir un certain nombre de choses, qu'on veut vacciner les gens de force et tout ça. Est-ce qu'il est vraiment volontaire? Le vaccin est volontaire pour l'instant. Donc vous levez vos 2 pieds, vous allez dans un centre de vaccination, on vous vaccine. Deuxième chose, c'est, vous savez, vous avez quand même 95% de chance, 98% de chance, même de guérir ça du Covid-19. C'est-à-dire que le Covid-19, sur le plan purement statistique, n'est pas la maladie la plus létale. Hein? C'est-à-dire que vous avez des maladies sur le plan viral qui sont très létales. Tout ça, et tout ça, vous avez je vais dire Ebola. Ebola est une maladie très létale. Et tout ça, vous avez qui a un fort taux de létalité. Vous avez même le VIH est également un taux de létalité qui est beaucoup plus faible. Je veux dire et tout, mais c'est quand même des maladies. Mais pour le Covid-19, vous pouvez vous en sortir quasiment tout seul, sans traitement, sans vaccin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un débat sur des gens qui sortent tous les traitements. Ils disent que son test était négatif, je l'ai mis sous traitement. Après, son test était positif, je l'ai mis sous traitement, après, il est négatif. On leur dit non. Avec ou sans traitement, vous êtes capable d'être négatif tout seul. Vous êtes capable. Et donc, chacun peut, si vous savez que vous avez une constitution physique qui est solide, vous pouvez ne pas vous vacciner. Mais si vous savez que vous avez certaines fragilités, telles que les comorbidités, hein, les comorbidités, ce sont des maladies qui préexistantes à l'infection du Covid-19 qui fragilisent votre immunité. Notamment, c'est un nombre comme l'hypertension artérielle, parce que l'hypertension, surtout avec les Noirs sont 4 fois plus hypertendus que les Blancs, parce qu'il a été prouvé que le palais, la langue là, de l'homme noir a besoin de 4 fois plus de sel pour sentir le goût salé que les Caucasiens. Si vous allez un jour rendre visite à vos amis en France, des Français, vous aurez l'impression que leur nourriture est fade. Vous aurez l'impression qu'elle est fade, c'est parce que la race noire, elle est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'elle a besoin de plus de sel en réalité, c'est une constitution génétique. Et donc c'est pour ça que également les Noirs sont également beaucoup plus hypertendus, et donc l'hypertension. Et il y a également le diabète. Donc, le Covid-19 aime bien le sucre et le sel. Et c'est d'ailleurs les 2 principales causes, ce sont les 2 comorbidités les plus présentes dans les décès au Cameroun. Et la troisième qui vient, qui est l'obésité. Parce que l'obésité pose plus des problèmes sur des questions de réanimation. Parce que quand vous êtes obèse et tout ça, vous êtes couché, il y a la graisse qui remonte et tout ça qui diminue vos capacités respiratoires. Et donc, ça empêche justement à votre organisme de bien respirer. Aujourd'hui, peut-être il y a des nouveaux lits qui permettent un peu de créer un trou là pour que la graisse ne remonte pas trop. Donc, c'est ça en fait. Mais l'obésité vient vraiment en 3e lieu. Donc, quand vous avez toutes ces comorbidités, hypertension, diabète, obésité, maladie rénale, maladie cardiaque, il vaut mieux se vacciner. Si vous avez un certain âge, il vaut mieux se vacciner. Si vous êtes en contact avec les professionnels de santé qui sont en contact avec plusieurs cas Covid, pas forcément parce qu'ils vont en décéder, c'est parce qu'ils peuvent ramener le Covid à la maison, aller tuer leurs parents, aller tuer tout ça. Donc c'est pour ça qu'également ces gens aussi, ils doivent se vacciner pour pouvoir limiter donc, la propagation. Exactement. Effectivement. Et ce vaccin, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, hein, le vaccin anti-Covid ne garantit pas l'immunité. Oui. Mais évite que le virus se propage et que cela pourra faire baisser la contamination. Est-ce que là, ce n'est pas un argument encore pour nous rendre plus réticents? Oui. Quand je viens me vacciner, je sais que je serai immunisé. Oui, c'est une erreur que les gens commettent. C'est-à-dire, la première dose de vaccin n'immunise pas. D'accord. C'est-à-dire que vous venez, on vous vaccine, elle permet de sensibiliser l'organisme. Que voilà et tout, il faut fabrique les anticorps parce que et tout ça, il y a une menace qui circule là dehors. Et donc si vous attrapez le Covid, après immédiatement là, après la première dose,
vous allez être infecté. Et la deuxième dose elle-même qui permet maintenant de venir tester la première sensibilisation. C'est pour ça que c'est 2 doses. Allez, la première dose, elle permet de produire les anticorps. La deuxième dose vient tester donc la présence de ces anticorps si effectivement ça va bien réagir. Et donc même à la deuxième dose, vous avez besoin à peu près de 10 jours à 1 mois pour que la réaction soit au fixe. Pour que vraiment tout le dispositif soit au beau fixe. Donc, si vous contractez le Covid entre la première dose et je vais dire 2 semaines, 3 semaines après la deuxième dose, vous êtes susceptible effectivement de contracter, d'être contaminé et de propager. Donc, c'est pour cela qu'on dit, première chose, il faut continuer à respecter les mesures barrières même quand on est vacciné. Pendant un bon moment, pendant, je sais pas, 2 mois, 3 mois et tout ça pour être sûr que, effectivement, vous n'avez aucun problème. Deuxième chose, c'est que il est possible que même après ces doses, que vous soyez quand même infecté. Mais le vaccin va vous protéger contre les formes graves. Parce qu'il faut comprendre que ce qui tue dans le Covid, c'est des formes graves. Parce qu'il y a plein de cas asymptomatiques. Dans ce studio, vous allez trouver plein de gens, pour si on teste, ils sont positifs, mais eux ne savaient même pas. Mais ce sont des formes graves qui sont en réanimation, qui sont dangereuses. Négatif. Voilà, ok, je l'espère. Je l'espère, c'est une bonne chose. Il a été testé. Voilà. Parce que, de dire là... il faut être testé. Mais régulièrement, c'est-à-dire que la validité d'un test, c'est 2 semaines. Donc, il faut être testé tout le temps. Le test n'est pas définitif. Justement, parlant de test, est-ce qu'avant de se faire vacciner, c'est pas mieux de se faire tester parce que, puisqu'on peut... Oui, effectivement. On peut contracter. Oui, c'est une bonne question parce qu'il faut se faire... L'idéal, la bonne procédure, c'est vraiment de se faire tester avant. Parce que dans les précautions, dans les recommandations, par exemple, si vous êtes positif au Covid... si vous avez été positif au Covid, parce que ce qu'on dit, on ne dit pas toujours, même l'infection au Covid est un peu comme un vaccin. Parce que si vous avez été positif au Covid, vous allez quand même susciter un certain nombre d'anticorps pendant un bon bout, hein, peut-être 8 mois, 9 mois et tout. Donc, vous-même, vous pouvez vous défendre contre... c'est pour cela que les cas de réinfection existent. Ils sont surtout rares, mais ils sont souvent dus aux nouvelles souches, aux nouveaux variants. On va peut-être en parler, aux nouveaux variants. Mais, donc, si vous avez déjà été positif au Covid, on vous donne un délai de 6 mois au moins avant de prendre votre vaccin. D'accord. Alors, je vais prendre un exemple. Oui. Si je vais aller aux États-Unis, ils ont un vaccin là-bas. Oui. Moi, je me suis fait vacciner au Cameroun avec Sinopharm. Oui. Comment je fais? Je dois prendre le vaccin américain? J'ai envie d'aggraver la situation en disant, je vais aux États-Unis, mais je vais passer par la Chine et la France, par exemple. Sachant que, selon certaines informations, chacun de ces pays-là a son vaccin. Comment moi je fais? Est-ce que je ne vais pas me retrouver avec une surdose de molécules qui pourrait provoquer autre chose dans mon organisme? Oui, je pense que la bonne chose à faire, c'est de suivre un seul protocole de vaccin. D'accord. Un seul. Il faut, si vous avez commencé sur AstraZeneca, vous finissez sur Astra. Si vous avez commencé sur Sinopharm, vous finissez sur Sinopharm. Si vous avez commencé sur Pfizer, vous finissez sur Pfizer. Parce que chaque vaccin a son mécanisme d'action. Et donc, ce n'est pas bien de faire le pluralisme vaccinal. Et tout, il faut rester concentré sur un seul vaccin, définir ses doses, on remplit correctement votre carnet de vaccination, parce que bientôt, dans les voyages et tout, on va instaurer le passeport. Probablement, les États vont de plus en plus instaurer le passeport vaccinal. Et donc, il faudra montrer patte blanche avant de monter dans un avion, même demander un visa. Donc, c'est mieux de montrer une carte de vaccination avec un seul vaccin. Si vous avez, donc, vaut mieux finir sa planification de vaccin avant, généralement, c'est 21 jours après, avant de pouvoir voyager. Sauf, maintenant, il peut y avoir une contre-indication, c'est-à-dire vous avez fait peut-être une allergie, vous n'avez pas bien réagi au premier vaccin.
Et maintenant, sous prescription médicale, on peut vous modifier le vaccin. D'accord. Je vais encore me faire polémiqueuse. Selon certaines informations, les vaccins sont des dons des pays amis. Alors, un proverbe africain dit « la main qui demande est en dessous ». C'est-à-dire pour recevoir n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas aussi risqué d'attendre des dons au lieu peut-être de nous offrir nous-mêmes des vaccins? C'est-à-dire en allant acheter, on est sûr qu'on prend ceux de qualité. Vous savez, l'acquisition de vaccins par un pays dépend de plusieurs paramètres. Premièrement, ce sont les caractéristiques du vaccin. Qui peut être, c'est-à-dire que si aujourd'hui, on veut même bien prendre Pfizer, le vaccin de Pfizer se conserve à moins 80 degrés, moins 70, moins 80. Il faut des super congélateurs pour pouvoir les garder. Et donc, ce n'est pas à Zili, dans mon village à l'Est, qu'on pourra facilement les garder. Et donc, il y a ces caractéristiques. Donc, même si on veut, on ne peut pas prendre Pfizer. Le deuxième, c'est le prix. C'est-à-dire que, surtout en début de pandémie comme ça, évidemment, il y a un certain nombre d'enchères qui sont levées. Un pays comme Israël a vacciné rapidement sa population parce qu'il a payé 4 fois le prix du vaccin par rapport à d'autres pays qui négociaient sur les... Le troisième facteur, c'est la disponibilité même des vaccins parce que tous les laboratoires ont des carnets de commandes pleins. Et ce n'est pas... Il y a des pays même hyper développés qui n'arrivent pas à avoir des vaccins. Comme l'Union européenne vient de porter plainte, par exemple, à AstraZeneca, de lui avoir pas livré les vaccins à temps, parce qu'il y a d'autres, il y a les États-Unis, il y a d'autres pays qui ont complètement, et tout ça là, bloqué ces commandes. Et le troisième, donc même si nous on veut, vous voulez acheter, vous avez votre argent, vous allez être à la queue là, vous allez être derrière, parce que le rang pour avoir les vaccins est plein. Maintenant, le troisième enjeu, et tout ça c'est un enjeu géopolitique, parce qu'il y a la géopolitique du vaccin. Le vaccin aujourd'hui, c'est une arme diplomatique où des pays étendent leur influence. Vous avez un certain nombre de pays et tout ça qui prennent leur revanche, et tout ça comme la Russie, la Chine, et tout ça qui leur permettent d'avoir de l'influence, d'accroître leur influence en offrant, entre guillemets, des vaccins. Ça va aider sur le plan commercial avec d'autres choses, sur le plan diplomatique à l'ONU et consorts. C'est pour ça que je devais rebondir en vous disant, bon, c'est aussi rare et aussi cher. Pourquoi le Cameroun a les dons? Comment on fait pour avoir les dons alors qu'ailleurs, des gens ont de l'argent mais ne peuvent pas être servis? Non, je pense que pour deux choses. D'abord, il y a l'Union africaine, sous l'impulsion de l'OMS, a mis en place ce qu'on appelle le dispositif COVAX. Parce que il est évident, selon l'OMS, que le protectionnisme, le nationalisme vaccinal est contre-productif. Même si les pays, entre guillemets, les pays occidentaux arrivent à rapidement se vacciner, si les autres pays pauvres ne se vaccinent pas, il y a un problème parce que c'est dans ces pays, par exemple, que leurs usines qu'ils ont délocalisées, c'est-à-dire que votre main-d'œuvre et tout ça, vous voyez en Inde, en ce moment, la situation est complètement catastrophique. Donc, c'est là où il y a leurs usines qui sont délocalisées. Donc, tout le monde doit se vacciner au même moment et tout. Et deuxième chose, c'est que les pays qui ne sont pas vaccinés vont susciter des variants. Et ces variants vont encore revenir chez eux et tout ça et maintenant détruire complètement la protection vaccinale qu'ils avaient déjà acquise. Donc, l'humanité est obligée, qu'on le veuille ou pas... En fait, ils protègent leurs arrières. Exactement, c'est-à-dire qu'ils ne nous veulent pas forcément du bien. Et eux-mêmes, ils sont en train de protéger leurs arrières. Donc, même si on n'a pas d'argent, ils vont venir nous donner les vaccins, que vaccinez-vous et tout, parce que c'est d'abord pour leur intérêt. Vous avez parlé de variants. Est-ce qu'il y a risque de créer un variant camerounais aujourd'hui au regard de la réticence de certains à se faire vacciner? Il y aura le vaccin, il n'est pas obligatoire. Oui. Alors, X va se vacciner, Y, Z, ils ne vont pas se vacciner. Est-ce que demain, il n'y a pas risque de développer un variant camerounais? Peut-être qu'il existe déjà. Non, effectivement. Si vous voyez dans
la carte épidémiologique du monde, tous les pays qui ont été pragmatiques et avant-gardistes dans la vaccination sont quasiment en train de retrouver une économie normale. Je parle d'Israël, je parle de la Grande-Bretagne, je parle des États-Unis. Tous les pays qui ont fait, où les dirigeants ont fait de la négligence ou du populisme, sont en train de le payer cher avec des cas qui explosent et des variants qui naissent. Le cas du Brésil, où il y a le président brésilien Bolsonaro, qui est un très grand populiste qui dénie le Covid-19. Vous avez l'Inde, effectivement, qui a relâché les mesures barrières et a permis des grandes fêtes. Vous voyez, des grandes fêtes en Inde, là, ouais. où les gens vont se baigner dans le Gange, où des milliers, des millions de personnes vont se baigner. Dès qu'ils ont relâché, ça crée des variants. Donc, partout où vous relâchez, où vous faites du déni, vous êtes en mesure de susciter des variants. Donc, si au Cameroun, la cible vaccinale n'est pas optimale, si vous ne protégez pas assez, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas atteint 1% de la cible. Nous sommes à 0,7%. On a vacciné à peine 10 000 personnes. 10 000 personnes. Je crois 9 000 personnes de Sinopharm et à peu près 1000 personnes de AstraZeneca. Donc, nous sommes encore en train de marquer le pas. Et ce sont donc des facteurs de risque qui peuvent effectivement aboutir à la naissance d'un variant camerounais s'il n'existe pas encore. Alors, le Cameroun est à près de 66 000. Nous avons 65 998, si ça n'a pas évolué entre-temps, cas positifs. Les mesures barrières ne sont pas vraiment respectées. Le vaccin est boudé. Selon vous, quelle peut être la solution efficace ? Je pense que la solution du Covid est dans l'acquisition de l'immunité. D'accord. Et pour l'acquisition de l'immunité, vous avez deux voies. Vous avez premièrement la voie de l'immunité naturelle. C'est-à-dire que cette voie consiste à faire qu'un nombre de personnes ait contracté le Covid, ait résisté et elle va développer une certaine immunité. Immunité, c'est-à-dire qu'une immunité collective, c'est-à-dire que si à peu près 60 à 70% de personnes ont contracté le Covid, ils développent une immunité, vous atteignez à peu près ce qu'on appelle l'immunité collective naturelle. Mais vous avez également la voie de l'immunité artificielle qui est induite par le vaccin. Et donc, cette voie, c'est celle qu'a emprunté des pays comme les États-Unis, Israël qui doit avoir vacciné à peu près maintenant 60% de sa population, la Grande-Bretagne et tout. Donc, c'est quand vous atteignez, vous voyez, en ce moment, on est en train de relâcher les mesures. À Israël aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de porter le masque à l'extérieur. Même aux États-Unis, certains États également, où l'immunité a été acquise par la vaccination, vous n'êtes plus obligé de porter le masque. Parce qu'ils ont atteint l'immunité collective artificielle par la vaccination. Nous sommes, si on traîne comme ça, nous pourrions atteindre l'immunité collective de façon naturelle. Mais, il y a un risque. Parce qu'il y a déjà eu une expérience à Manaus, une ville du Brésil, où la population avait atteint l'immunité collective naturelle, où 70% des personnes avaient été infectées, ils ont résisté. Mais c'est aussi là où est né le variant brésilien. Parce que comment naît un variant? Si vous voulez, je vais un peu me répéter. Comment naît un variant? C'est-à-dire parce qu'un virus mute tout le temps. Ça mute tout le temps. Et vous avez à peu près trois destinées de mutation. Vous pouvez avoir une mutation qui affaiblit le virus. Et le virus disparaît seul de façon naturelle. Vous pouvez aussi avoir une mutation neutre. Ça ne change fondamentalement rien à la nature du virus. Mais vous pouvez également avoir une mutation qui a renforcé le virus, qui par exemple lui donne plus de contagiosité, plus de létalité. Et c'est dans ce cadre qu'on appelle le variant. C'est une mutation qui a donné plus de force au virus. Et un variant naît quand il reste trop longtemps, soit dans un organisme, soit au sein d'une population. Quand le virus circule trop longtemps, un variant peut naître. C'est pour ça que la lutte contre le Covid est une course contre la montre. Il faut rapidement immuniser les gens
pour que le virus ne reste pas longtemps et pour que le variant naisse. Donc au Cameroun, nous sommes à peu près à un mix immunitaire. Nous avons un groupe de personnes qui obtiennent l'immunité de façon naturelle. Nous avons un groupe de personnes qu'on est en train de vacciner qui vont atteindre l'immunité de façon artificielle. En ce moment, peut-être on peut dire que l'immunité naturelle est en train de prendre... Ça avait d'abord pris le dessus à la première vague parce que une épidémie évolue en cloche. C'est-à-dire que ça grimpe là et tout ça, ça descend comme la loi de Gauss, la loi normale pour ceux qui ont fait mathématiques et grimpe en cloche. Donc, il y a eu une première vague qui est montée, qui est descendue. Pour moi, c'était l'immunité naturelle. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de vaccin, maintenant, il y a une seconde vague qui est née. En ce moment, nous semblons, selon les chiffres publiés, sur une phase de plateau, mais descendante. Nous semblons en train de descendre cette courbe. Donc, il est probable que peut-être l'immunité naturelle est en train de faire ses effets et qu'au mois de juillet, comme ça, que vraiment les cas seront réduits à leur plus simple expression. C'est pour cela qu'il faut donc profiter en ce moment, comme la force du virus est peut-être en train de baisser, pour pouvoir vacciner le maximum de population pour vraiment maîtriser, donc pour qu'il n'y ait plus de résurgence. Est-ce que c'est cette immunisation ou alors est-ce qu'on doit attribuer la hausse ou la vague de décès ou de grandes contaminations au relâchement des mesures barrières ou alors aux autres variants qui sont arrivés chez nous? C'est une conjonction de facteurs. C'est une conjonction de facteurs. Vous avez effectivement eu un relâchement qui a commencé dès les fêtes de fin d'année et tout ça où tout le monde s'était... en avril, en avril, c'était pas trop les fêtes de fin d'année. Non, je veux dire la vague. Oui, la vague. Oui, la vague. La vague, parce qu'une vague, si vous allez à la plage, une vague commence un peu, oui, bien et sûr. puis ça commence un peu, et puis après ça grimpe. Donc vous avez une vague dont les prémices ont commencé à les fêtes de fin d'année. Ensuite, vous avez une série de concerts, de regroupements et tout, de masse. Vous avez eu des événements sportifs et tout, qui ont, tout seulement, ça s'enchaînait et tout. Et ce sont ces effets que nous sommes en train de vivre maintenant, puisqu'on n'a pas eu des mesures de restriction. Parce que vous savez, le Covid fait ce qu'on appelle, c'est ça, un effet de double retard. Il y a un retard clinique. C'est-à-dire quand vous contractez le Covid, dans les 5 à 7 jours, c'est là où vous êtes positif. Dans les 10 jours à 2 semaines, c'est là où vous développez des signes mineurs. La fièvre, un peu de toux, perte de goût, d'odorat et tout. Et c'est vers la 3e, 4e semaine que les signes pulmonaires, les dégâts pulmonaires s'installent. Vous voyez. Et donc, quand vous analysez souvent les chiffres, il faut les projeter 3 à 4 semaines plus loin. D'accord. Vous voyez un peu. Ça veut dire que, à moi, je vois pas, je pense pas, on a une grosse mortalité qui était en avril. Oui. Mais si vous regardez bien la courbe, pendant tout le mois de mars, nous avions en moyenne 4000 cas par semaine. Oui. Si vous vous souvenez. Nous avions 4000 cas par semaine. Et c'est ce qui s'est donc retenti sur la mortalité d'avril. Parce que vous voyez, voilà, vous avez tout le temps sur les réseaux sociaux, tel est décédé, tel est décédé, tel est décédé. Et donc, vous avez ça. Et progressivement, donc, vous voyez un peu, c'est plus progressivement, quand on est en plateau, c'est aussi comme ça, progressivement, ça va baisser. Mais les décès ne vont pas disparaître comme ça. Nous aurons encore un certain nombre de décès résiduels. Tout ça au moins jusqu'au mois de mai, de juin, probablement vers juillet, ça va se calmer vers le mois de juillet. Je l'espère, si ça ne reprend. C'est une prévision du médecin de santé publique. J'allais vous dire que l'année dernière, on nous a parlé d'un pic en juin, juillet, oui. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si on a atteint le pic ou pas. Bon, je continue dans mes questions. Certaines études scientifiques démontrent que le confinement et le port du masque ne sont pas aussi efficaces que cela. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez donc le relâchement de certains? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui vous disent que ça n'existe pas, le Covid. Non, vous savez, le confinement est une mesure
qui n'est, je veux dire, efficace qu'au tout début de la pandémie. Vraiment, quand il n'y a pas encore, c'est pas 10 cas. Vous devez, je crois que c'est la technique qu'utilisait par exemple la Nouvelle-Zélande. Comme ils sont une île, ça veut dire quand il y avait 2-3 cas, ils se confinaient. Et tout ça pour pouvoir être. Mais quand un certain nombre de cas sont déjà, il y a une diffusion communautaire de l'épidémie, le confinement devient, je veux dire, quasiment contre-productif. Parce que la contamination ne se fait pas dehors, ça se fait sur le plan familial. Hein? C'est-à-dire que quand vous êtes confiné, le virus circule dans la maison. Hein? S'il y a des gens qui sont malades, c'est pour ça qu'une grande partie de la contamination est conjugale. C'est-à-dire que vous voyez déjà, il est contaminé, vous testez sa femme, elle est aussi infectée, et vice-versa. Donc la contamination, c'est pour ça que quand le virus est vraiment diffusé dans la population, le confinement devient contre-productif et tout. Donc, il faut, dans les mesures de gestion d'une épidémie, elle a des codes qui sont connus depuis l'Antiquité. La première chose, effectivement, c'est que il faut, c'est les 4 piliers, tester, tracer, traiter, voilà, tester, tracer, tester, non, voilà, tester, non, voilà, non, c'est tester, tracer, isoler et traiter. Ah, d'accord. Voilà, c'est les 4 là. C'est-à-dire qu'il faut tester le maximum de personnes. Quand les gens sont confinés, chez eux, vous n'allez pas les tester. Donc, vous pouvez, il faut que la population, on les teste de façon fréquente. Et tout ça, ça peut être appliqué en entreprise, on va peut-être revenir sur la question. Or, ça peut être appliqué sur le plan communautaire, des districts de santé à l'échelle du pays, il faut tester. Et quand les personnes sont dépistées, il faut les isoler. Il faut les retirer du lieu de la communauté pour qu'ils puissent se confiner. Vous pouvez soit créer des lieux de confinement. Hein? Ouais, la Chine avait construit tout un hôpital en 10 jours, un hôpital de 1000 lits. On confine les gens. Ou vous pouvez les auto-confiner, vous pouvez voir et tout ça, des solutions et tout ça parallèle. Donc, il faut vous isoler. Et il faut tracer. C'est-à-dire quand les personnes sont testées positives, il faut connaître les personnes avec qui elles étaient en contact. Si c'était un collègue de bureau, si c'était un conjoint, c'était un ami, il faut pouvoir retrouver ces personnes, il faut les tracer. Et il faut traiter le Covid. Comme on l'a dit, l'un des secrets qu'on a appris du Covid, au-delà de toutes les polémiques sur les produits pharmaceutiques et tout, c'est de traiter très tôt. Quel que soit ce que vous allez faire, mais il faut traiter très tôt. Oui. C'est-à-dire que quand c'est déjà tard, quand les signes pulmonaires sont déjà installés, la réanimation devient compliquée. Donc, il faut traiter très tôt. S'il n'y a pas les 7 premiers jours, 7-10 premiers jours, vous testez, vous boostez l'immunité, vous faites tout ce que vous avez fait, vous avez plus de chances de récupérer cette personne. Donc, tester, isoler, tracer, traiter, c'est le credo qu'il faut mettre en place pour gérer les pandémies et non forcément appliquer un confinement de façon aveugle. Et le port du masque alors? Oui, le port du masque fait partie des mesures. C'est ce qu'on peut appeler ça du confinement individuel. C'est-à-dire que et ça marche. Le confinement, c'est-à-dire le port de masque, ça marche quand c'est mis en place de façon collective. Si tout le monde met le masque, la contamination, elle est effectivement limitée. Ce sont des mesures adjuvantes. D'autres, en Chine, on a ajouté la technologie, l'intelligence artificielle. Le traçage, c'est le traçage, le flicage des individus. Mais là, on va dire que c'est des atteintes à la liberté des individus. Alors, parlons de tests. Il y en a quand même qui ont estimé que à un certain moment, on a eu comme une rupture de tests. Je ne sais pas si le problème est résolu jusqu'à aujourd'hui. On a eu une rupture de tests et plus tard, on a eu des vaccins. Donc, il y en a qui estiment que les ruptures de tests ont été faites à dessein pour imposer les vaccins. Que répondez-vous à cela? Non, je pense que c'est totalement ridicule ces assertions parce que la question de ces deux choses différentes. C'est des questions qui sont beaucoup plus, dont l'origine a trait à des questions de logistique. Vous savez qu'il y a dans la prise en charge, dans la gestion de cette pandémie,
Hein? Vous avez évidemment des politiques publiques, vous avez machin, mais il y a la question logistique. C'est ça qu'il faut mettre en place. Parce que c'est pour ça qu'on forme des logisticiens. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir commander à temps, importer, les distribuer, prévoir les ruptures de stock. Et parfois, le management de cette logistique n'est pas toujours optimal, que ce soit dans les hôpitaux, dans les entreprises et même à l'échelle du pays. Ce n'est pas toujours, cette logistique n'est pas toujours optimale, que ce soit sur la question des tests, que ce soit sur la question des traitements, que ce soit sur la question des vaccins. On n'est pas toujours, et c'est en ce moment dans le monde, ce n'est pas toujours évident. Parce que toutes ces usines qui fabriquent les tests, les masques, les vaccins tournent à plein régime, des commandes se superposent et ce n'est pas toujours évident pour certains pays ou certaines structures de pouvoir les acquérir à temps, de les distribuer. Donc ce n'est pas la même chose. Alors, puisqu'on parle de tests, moi j'ai une zone d'ombre dans la gestion des cas Covid. Au départ de cette pandémie, on nous avait dit, quand vous êtes détecté positif, vous avez un traitement, vous restez, disons, confiné pendant 14 jours et après ça va. Sauf qu'on a vu des gens, après 14 jours, le test il est toujours positif. Après 21 jours, le test est toujours positif. Après un mois, le test est toujours positif. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, vous savez que le Covid, c'est très compliqué. Ce n'est pas une maladie qui est codifiée, qui suit un trajet homogène. Vous savez dire que le test, nous qui suivons les patients à l'hôpital, vous avez plusieurs formes de Covid. Hein? Vous avez des Covid silencieux, c'est-à-dire que la personne ne ressent aucun signe, aucun symptôme, mais 3 semaines après, il s'essouffle comme ça. On fait le scanner, on dit que ses poumons sont détruits à 80%. C'est des Covid silencieux. Ensuite, vous avez des Covid faussement négatifs. C'est-à-dire que la personne a tous les signes de Covid, tout, mais vraiment tout, mais vous faites son test, c'est négatif. Ensuite, vous avez des Covid longs. C'est peut-être probablement ce cas dont vous parlez, c'est-à-dire que vous avez effectivement après 10 jours, parce que les antigènes durent à peu près 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, théoriquement vous devez être, ils disparaissent. Et donc, théoriquement vous êtes négatif, théoriquement. Mais sur certains Covid, vous avez donc ces antigènes qui persistent au-delà de 14 jours, 21 jours, 1 mois. 6 semaines. 6 semaines. Nous avons des cas de 2 mois. Nous avons des gens qui ont été... moi, j'ai un patient qui était systématiquement positif pendant 2 mois. Et ce sont généralement des cas qui sont très susceptibles d'aboutir à des variants. Je vous ai dit, quand le virus reste trop longtemps dans votre corps, il est susceptible de muter. Et donc, parfois, vous avez donc ces variants et tout ça qui restent trop longtemps et tout ça qui sont donc à l'origine donc des tests qui sont tout le temps positifs. Ensuite, vous avez des doubles Covid. C'est-à-dire que vous avez des 2 souches différentes qui infectent une même personne, qui aboutissent à ce qu'on appelle des recombinants. C'est-à-dire que des fusions de virus et tout ça. Donc, c'est très compliqué. Mais est-ce que là, il ne faudrait pas un suivi psychologique? Parce que celui qui est testé positif, il est déjà impacté psychologiquement. Oui. Il sait qu'après 14 jours, il suit sérieusement et très strictement son traitement et son confinement. Il sait qu'après 14 jours, il est libre. Et on sait que lorsqu'on suit bien le traitement, pour certains, après 7 jours, en général, on se sent déjà mieux. Comment faire donc pour ce patient-là qui, après 14 jours, doit rester à la maison? Après 21 jours, il doit rester à la maison. Après 4 semaines, 6 semaines, pourtant, il se sent bien. C'est-à-dire que physiologiquement, il voit qu'il se sent bien. Est-ce qu'il n'y a pas, il ne devrait pas avoir un suivi psychologique, par exemple, pour celui-là? Non, il devrait avoir. Je pense que sur le plan national,
Je pense que le ministre a annoncé qu'il y a une cellule psychologique qui devrait, qui accompagne les praticiens, et tout ça sur le terrain. Mais on va peut-être revenir encore, même en entreprise, parce que c'est justement, parce qu'il y a ce qu'on appelle, c'est pas seulement, il y a ce qu'on appelle la dépression post-Covid, des gens qui vraiment entrent dans une vraie profonde dépression. C'est là où le médecin du travail, ou les assistants sociaux qui sont dans en entreprise sur le lieu du travail peuvent intervenir justement pour accompagner, pour d'abord soutenir psychologiquement le patient, pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination sur le lieu du travail. Hein? Parce qu'il ne faut pas, les gens, on dit que dans tel il a eu le Covid et tout ça, machin, on se met, nous avons vu ça avec le VIH-Sida et on le voit aussi dans le Covid. Donc la question de la stigmatisation, la discrimination, c'est très important. Et il faut accompagner la personne infectée sur le retour sur le lieu du travail ou sur le lieu, le lieu de la formation, si l'élève et tout. Donc, il faut, à toutes ces étapes, il faut un suivi, il faut un accompagnement psychologique. Or, le problème, c'est que les experts en santé mentale, c'est ce qui manque le plus au Cameroun. Nous n'avons pas toujours tout le temps des personnes formées à cette discipline et les patients essaient de se débrouiller eux-mêmes et parfois ils ont besoin de l'assistance de la famille, des amis ou des collègues pour pouvoir les aider à s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui peut justifier la différence de résultats entre les tests? C'est vous qui avez des abréviations au sujet de ces tests-là. Il y a les tests qui passent au laboratoire où on a les résultats soit le lendemain, soit après 48 heures. Il y a des tests instantanés. Qu'est-ce qui peut justifier la différence de résultats dans ces tests-là? Sur le Covid, vous avez plusieurs types de tests. Vous avez des tests antigéniques qui se font par voie nasale. On prélève dans les 5 minutes après, vous avez vos résultats, ce sont des tests rapides. Vous avez des tests PCR, on les prélève toujours dans le nez, mais ils ont besoin d'être techniqués ou d'être manipulés pendant un bon bout, pendant un certain nombre d'heures ou de jours. Donc vous avez vos résultats quelques jours après. Ce sont des tests directs. C'est-à-dire pour lequel, quand on va trouver le virus, vous êtes évidemment positif. Bon, le problème avec les tests rapides antigéniques qu'on remet sur place, c'est qu'il y a quand même un taux de faux négatifs. Il y a à peu près 30% de faux négatifs. C'est-à-dire que vous êtes vraiment positif, mais ça ne détecte pas. Hein? C'est-à-dire que ça a un taux de sensibilité très faible, un taux de spécificité très élevé. La spécificité, c'est la faculté à trouver des vrais positifs. C'est-à-dire que si on dit que c'est positif, il n'y a pas de doute que vous êtes positif. Mais la sensibilité, c'est la capacité du test à dépister tout ce qui est positif. C'est-à-dire que ces tests antigéniques ont une sensibilité un peu faible parce qu'ils peuvent rater certains positifs, mais ils ont une spécificité forte parce que quand ils trouvent que c'est le Covid, c'est vraiment le Covid. Maintenant, vous avez des tests indirects. Parce que c'est les deux tests qui sont des tests directs. Vous avez des tests indirects tels que les tests des anticorps. Les anticorps, ce sont des éléments ou quelque chose. Ça veut dire que, je vais un peu schématiser, je vais prendre une métaphore. Ça veut dire que si vous voyez un attroupement de gendarmes, ça veut dire qu'il y avait un voleur qui était là quelque part. Donc vous pouvez dire qu'il y a un problème d'insécurité, ça veut dire que si vous avez vu les gendarmes. Et donc c'est ça les anticorps. Ça veut dire que si vous les détectez, très nombreux, vous pouvez imaginer que le Covid est passé par là. Donc c'est un test indirect. Hein? Et donc c'est là, et ces anticorps peuvent être titrés et même les mesurer dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut les mesurer au début, au milieu et vers la fin. Et on peut titrer ces anticorps. Et tout, c'est là où il y a les chiffres, où on peut titrer avec les chiffres. C'est de ça que vous parlez. Maintenant, vous avez aussi un autre test indirect qui est celui du scanner.
le scanner, qui est un test qui c'est-à-dire que quand il y a des images spécifiques que quand on voit, on se dit que c'est le Covid. C'est la célèbre image en verre dépoli. C'est-à-dire que c'est comme un verre qu'on a gratté un peu. Oui. Vous voyez, quand vous voyez le médecin vous dit qu'il y a une image en verre dépoli susceptible, compatible avec une pneumopathie à Covid-19. C'est comme ça qu'on remet ce résultat. Donc, ce sont des tests indirects. C'est-à-dire que quand on voit cette image, on dit ça peut être le Covid. Mais il y a aussi, ces deux tests indirects ont un taux élevé de faux positifs. C'est-à-dire que, et tout ça, ça dit que ça peut être, vous voyez une image, ça peut être le Covid, mais ça peut aussi être autre chose. Si vous voyez des anticorps qui sont là, parfois les anticorps arrivent après la maladie. Donc peut-être vous voyez comme ça là, mais la maladie est déjà passée. Et donc, évidemment, il y a le test clinique parce que le médecin reste quand même en dernier recours. C'est lui qui examine le patient. C'est lui, il y a également une évaluation clinique selon les signes et symptômes qu'il voit. Donc, c'est tous ces éléments combinés qui permettent au médecin de pouvoir se prononcer sur votre positivité au Covid et sur le traitement, le plan de traitement qu'il va vous mettre en place. D'accord. S'agissant de ces chiffres-là, sur les tests qui passent par le laboratoire, je ne sais pas si c'est les TDR ou les PCR, je ne sais pas trop qui est qui là-dedans. Est-ce que ce sont ces chiffres-là, par curiosité, hein, il y avait des endroits écrits CTE et d'autres CTN. Est-ce que c'est ça qui détermine votre... je vais dire aussi les gendarmes dans votre corps près. Oui. Je menace de devenir technicienne de laboratoire. Non, disons que le grand public peut-être ne comprendrait pas, mais ce sont encore des termes qui sont vraiment techniques, qui relèvent encore du corps médical. Mais ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est effectivement que vous avez, comme j'ai donné ces explications, vous avez deux tests, vous avez des tests qui sont directs, vous avez des tests indirects, et ça peut être des anticorps qu'on a juste titrés et on a évolué, on a évalué avec le temps, et voilà. Bon, un scanner négatif, mais un test positif. C'est-à-dire, vous allez faire pour être vraiment sûr, vous faites un test médical, il est positif. Vous allez faire un scanner, il est négatif. Oui, c'est fort possible. Parce que je vous ai dit que les signes pulmonaires du Covid apparaissent dans les 3 semaines à 1 mois. Et donc, c'est ces signes qui vont être relevés au scanner. Le scanner, lui, va voir les signes, des signes pulmonaires, des dégâts pulmonaires du Covid. Mais si vous êtes au début, vous n'avez pas encore de dégâts, ça dit qu'on peut effectivement retrouver des antigènes du Covid et tout ça sur votre corps, dans votre narine, mais vos poumons ne sont pas encore endommagés au point où, si on fait un scanner, on va retrouver des dégâts. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez suggérer concrètement pour inverser la courbe? C'est-à-dire que nous sommes à presque 66 000 cas déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour inverser la courbe? Avant de convaincre, vous allez nous dire après comment convaincre les autres pour le vaccin. Non, je pense que d'abord, il faut remettre l'épidémiologie à sa place. D'accord. Il faut remettre, je vous ai dit, il ne faut pas abandonner les 4 piliers de la gestion d'une épidémie. Tester, tracer, isoler, traiter. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si on ne l'avait pas fait avant, il faut le refaire. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il faut remettre la question de la prise en charge, la gestion du Covid au niveau des districts de santé. Les districts de santé sont dans l'architecture du système de santé camerounais, sont les plus petites unités périphériques du système de santé. C'est comme les usines de production des résultats de santé. C'est-à-dire que c'est dans le district de santé qu'on fait de la surveillance épidémiologique, par exemple. C'est-à-dire que dans les districts de santé, vous avez des pères éducateurs, vous avez des agents de relais communautaires, c'est eux qui peuvent vous dire que, ils peuvent vous dire qu'il y a tel cas, il y a tel qui ne se sent pas bien là-bas, il y a ceci, il y a cela. C'est eux qui peuvent
accompagner même la stratégie, que ce soit la vaccination, que ce soit le testing massif, c'est dans les districts de santé qui ont tous les moyens nécessaires. Donc, il faut remettre cette question de la gestion du Covid au niveau des districts de santé. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, il faut accélérer la vaccination, mais encore en remettant toujours les districts de santé au cœur de cette stratégie. J'en parle parce que je suis le président d'une organisation de la société civile qui s'appelle le REMEDIC, en abrégé Réseau des médecins des districts du Cameroun, parce que nous avons fait de la question de la viabilisation des districts de santé notre credo. Le système de santé camerounais ne peut pas être fort s'il a des districts de santé faibles. D'accord. Et donc, le Covid est une opportunité pour renforcer les districts de santé en équipement, en matériel, en bâtiment, en financement, en ressources humaines, en renforcement du système de santé, en amélioration de la gouvernance. C'est tout un programme qu'il faut mettre en place et profiter du Covid pour installer. Alors, est-ce que vous comprenez ceux-là qui sont réticents au vaccin? Et sinon, comment faire pour les convaincre de revenir à de bons sentiments? Oui, je comprends. Nous comprenons ceux qui sont réticents. D'abord, les gens sont réticents au vaccin pour plusieurs sortes de raisons. La première raison est qu'ils doutent de l'efficacité des vaccins. C'est-à-dire qu'ils se disent que, bon, voilà pourquoi ce vaccin est sorti très tôt, alors que ça prenait souvent du temps et tout, ça prend des années. Ça, c'est la première. Il y a des gens qui doutent qui ne veulent pas être pris pour des cobayes. D'accord. Hein? Ils se disent que voilà, on va venir tester les vaccins sur nous et tout. Mais là encore, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les méthodes de la recherche. Vous avez dit que pour qu'un vaccin arrive ou un traitement arrive, il faut qu'il soit au minimum en phase 3. C'est-à-dire qu'on a testé sur les animaux, on a testé sur un groupe. Donc quand ça arrive au niveau de la population, vous n'êtes pas des cobayes. C'est-à-dire que c'est un produit prêt à la consommation. Et même sur la question où ils doutent sur l'efficacité des vaccins, c'est effectivement parce que, comme je vous ai dit, c'est le manque d'information. Ils ne savent pas effectivement pourquoi aujourd'hui la technologie, la biotechnologie nous a permis de faire un bond de 10 ans avec, par exemple, la technologie de l'ARN messager que j'expliquais en début d'émission, est une technologie révolutionnaire qui aura des applications plus tard sur la prise en charge, que ce soit du VIH, des cancers et un certain nombre de choses. C'est vraiment une révolution. C'est un bond que l'humanité a fait. Des gens qui ont mis au point cette technique probablement auront le prix Nobel. L'autre raison, effectivement, qui fait que les gens sont réticents au vaccin, c'est le nombre incalculable de théories du complot qui pullulent. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va stériliser les jeunes filles, mais là, peut-être, ils confondent avec l'effet des contraceptifs qui sont effectivement aussi mis en place pour combattre la mortalité maternelle. Et il y a des théories, on dit il y a la 5G, on va inoculer des puces, des choses comme ça. Ce sont des théories du complot qui sont malheureusement parfois diffusées par les personnels de santé. Et ce n'est pas nouveau parce que dès la création, dès l'histoire de l'hésitation vaccinale, elle débute dès la création du vaccin. C'est-à-dire que Jenner qui a inventé le vaccin, parce que vaccin vient de vaccine. La vaccine, c'était une petite maladie qu'on trouvait chez les vaches. Et c'était les vaches, donc vaccine vient de vache. Et c'était un certain nombre de laitières qui trayaient les vaches, qui ne contractaient jamais la variole. Donc, pendant que toute la population avait la variole, celle qui trayait les vaches qui avaient la vaccine, trayait les vaches qui avaient la vaccine, qui avaient donc cette petite maladie sur les vaches, ne contractaient jamais la variole. Et donc, c'est à partir de là où est née la vaccine. Et c'est là où, dès le départ, il a eu une opposition farouche de personnes qui estimaient que ce n'est pas bien de pouvoir bloquer de vacciner des gens. Et même Louis Pasteur, qui a inventé le vaccin contre la rage,
tout ça a eu une opposition forte. D'ailleurs, des médecins qui estimaient qu'il n'est pas... Parce qu'il était chimiste. Ouais. Il était chimiste, microbiologiste, n'était pas médecin. Et les médecins du moment se sont opposés. Des médecins ont même créé ce qu'on appelle une Ligue mondiale des médecins contre la vaccination. Vous imaginez. Donc, aujourd'hui, quand on me dit tel médecin a dit, voilà la vidéo et tout, moi, je ne suis pas surpris parce que la question de la vaccination a toujours eu des partisans et des opposants, mais à la fin, c'est toujours la voie de la raison, de la science qui gagne. Aujourd'hui, nous avons tous les pays qui ont mis en place la vaccination contre le Covid sont en train de sortir la tête de l'eau. On a dit Israël, la Grande-Bretagne, les États-Unis et tous les pays qui traînent les pieds sont en train de plonger, c'est-à-dire le Brésil ou la Russie ou même certains pays africains. Donc, je ne suis pas. Il faut comprendre ça. Il faut donc expliquer. C'est pour ça que vous faites des émissions comme ça. Il faut expliquer point par point parce que il y a des gens qui hésitent. Et les raisons ne sont pas toujours. Les raisons sont différentes. Oui. Et pour chaque raison, il faut apporter des explications qui sied à la raison de l'hésitation vaccinale. Donc, je tends la perche aux professionnels des médias pour pouvoir diffuser la bonne parole, la bonne nouvelle, éduquer et sensibiliser les masses pour qu'elles puissent adhérer. Plus vite on va être vacciné, plus vite on va sortir de cette crise. Alors tout à l'heure, vous avez donné des conseils quant aux différents vaccins présents en ce moment au Cameroun. Oui. Sinopharm, quand on a moins de 50, AstraZeneca, si on a plus de 50 ans. Ça, ce sont des conseils. Ce sont mes propres suggestions, c'est-à-dire qui sont issues de mes propres recherches, de mes lectures. Mais après, le gouvernement a un comité scientifique qui va probablement énoncer d'autres recommandations. Je ne sais pas si elles sont toujours concordantes à mes propres suggestions. Pour l'instant, vous êtes notre expert. Alors, puisqu'on sait que dans les jours à venir, on pourra avoir, par exemple, Sputnik et Johnson & Johnson, quelles sont les caractéristiques de ceux-là et est-ce qu'on devrait aussi choisir l'un et peut-être pas l'autre? Je pense que dans la stratégie du gouvernement, les vaccins ne sont pas obligatoires. Oui. 2, les vaccins sont au choix. Donc quand vous arrivez dans un centre vaccinal, on vous présente tous les vaccins disponibles et en fonction de vos caractéristiques cliniques, et de vos choix, vos motivations et du consentement éclairé parce qu'on vous informe et à la fin, c'est vous qui décidez. C'est le patient qui va... C'est vraiment, même ces recommandations, elles ne sont pas fixes. Elles sont mobiles. On va essayer de voir, on va continuer parce que la recherche, elle est dynamique. On continue de travailler. Mais le principe est que, pour moi, ceux qui sont vraiment fragiles, susceptibles de transmettre plus rapidement l'infection, doivent se vacciner. Donc, c'est ça le principe. Maintenant, on peut faire, pour moi, il faut faire un mix immunitaire entre les personnes les plus jeunes qui peuvent s'en sortir tout seuls, n'ont pas besoin, et des personnes fragiles qui ont besoin d'être vaccinées. Donc, la vaccination, je ne la recommande pas à tout le monde, à vacciner à tour de bras. C'est vraiment en fonction des caractéristiques des uns et des autres. Alors, le premier cas Covid est confirmé au Cameroun en 2020, précisément le 6 mars. À ce jour, on compte environ 1000 décès, sinon un peu moins, alors que le paludisme, lui, il a fait plus de 4000 décès. Est-ce que le Covid, finalement, n'est pas venu nous faire oublier qu'en fait, on a d'autres maladies qui sont encore plus virulentes que lui? Alors, oui et non. Oui, effectivement, parce que le tapage médiatique sur le Covid impacte malheureusement la communication sur d'autres sujets, sur d'autres problèmes de santé publique. Malheureusement, nous avons des problèmes tels que le paludisme, le choléra, la mortalité maternelle et tout. Donc, effectivement, la différence de couverture médiatique n'est pas égale, soit. Mais la menace du Covid reste une menace d'un très haut niveau. Et il ne faut pas...
les morts sont égaux. Les morts, un mort égale un mort. Ça, selon la déclaration des droits de l'homme et la dignité, les morts sont égaux. Mais l'impact de tous les morts n'est pas égal. Si vous avez aujourd'hui, quelles sont les personnes qui décèdent du Covid? Ce sont des personnes qui ont un certain nombre de comorbidités. Ce sont parfois donc sur le plan social, ce sont des personnes, vous avez des médecins, des ingénieurs, des capitaines d'industrie, des architectes, vous avez des personnes qui portent la société. Quand un DG d'une entreprise qui a 300, 400 salariés décède de Covid, l'effet domino est beaucoup plus grave qu'une personne, entre guillemets, qui est décédée de palu. Les morts sont les mêmes égaux, mais l'impact des décès n'est pas le même. Vous avez des ministres, des gens qui tenaient tout un portefeuille, qui dirigeaient. Vous avez des industriels, des capitaines d'industrie. Vous avez l'économie nationale et internationale qui est à l'arrêt à cause du Covid. Mais désolé, ça dit que on ne peut. C'est pour cela que le Covid prend le pas un peu sur d'autres pathologies, sur d'autres maladies, parce que l'homme est un homme économique, c'est-à-dire qu'il réfléchit, il a une rationalité économique, il est toujours en train de voir et tout ça se compare, et partout, c'est un peu ça, c'est-à-dire que même, si on laisse même la question des riches et des pauvres, les morts, même à l'hôpital, ne sont pas égaux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, Madame Oriane, vous avez une place en réanimation, il faut l'oxygène, entre votre grand-mère de 90 ans et votre fils de 10 ans, on met qui en priorité? Ils ont eu le même accident. Vous aurez tendance à choisir le fils parce qu'il a encore de l'âge, et tout ça. Et c'est dire que la maman, elle a déjà vécu et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Même sur le plan international, 5000 morts au Darfour ne valent pas un mort de Charlie Hebdo ou un militaire américain qui est mort en Afghanistan. Malheureusement, c'est comme ça qu'est la société. Et donc, ça se répercute. On voit ça effectivement sur le Covid. Mais pour moi, pour corriger ça, le Covid devrait être un prétexte de crise pour pouvoir prendre en charge toutes les autres pathologies. Si on renforce le plateau technique d'un hôpital pour la gestion du Covid, ça va également aider pour la prise en charge du palu, pour la prise en charge des accouchements, les respirateurs ou l'oxygène qu'on va mettre. Il y aura des gens qui auront, je sais pas, des attaques cardiaques, des AVC et tout. Donc le Covid, la prise en charge qu'on met, l'argent qu'on met, doit être pour moi un prétexte pour pouvoir renforcer notre système de santé. Alors, quelle stratégie pour lutter contre le paludisme? La journée nationale, c'était le 25, ou le 23, le 25, docteur? Oui, de lutte contre le paludisme. Oui, c'était cette semaine. Cette semaine. Oui. Alors, selon vous, Milda, bonne ou mauvaise stratégie? Je suis personnellement, ça dit que vous avez, dans la lutte contre le paludisme, vous avez plusieurs armes. Vous avez les traitements, vous avez les moustiquaires. Et en ce moment, on est en train de parler des rumeurs d'un vaccin. Et tout ça, c'est encore une rumeur. C'est pas encore totalement au point. Mais personnellement, pour moi, je suis pour la lutte antivectorielle. Il faut détruire la multiplication. Il faut empêcher la reproduction des larves des moustiques. Vous savez, il y a des pays qui ont réussi ce pari. Je pense qu'au Maroc, ils ont introduit un insecte qui mangeait les larves de moustiques dans les marigots, les larves et tout ça. Ça a détruit complètement et tout ça, la reproduction du virus. En ce moment, dans certains pays, je crois aux États-Unis ou bien en Indonésie, on est en train d'introduire des moustiques génétiquement modifiés
qui vont stériliser, qui vont s'accoupler avec des moustiques l'anophèle et qui vont les stériliser, qui vont aboutir à des moustiques stériles. Donc, là, au bout d'un moment, la reproduction du virus, on parlait du virus, la reproduction des moustiques va s'arrêter. Donc, moi, je suis pour ce genre de solution sur la lutte antivectorielle. En attendant, effectivement, des solutions transitoires, il y a les moustiquaires imprégnés, mais il faut la question, surtout sur la question logistique, la distribution, l'utilisation qui n'est pas toujours optimale. Et autre chose, c'est effectivement la prise en charge. Parce que les gens, pourquoi les gens décèdent? Il faut savoir pourquoi les gens décèdent au palu. Les gens décèdent du palu, comme ils décèdent du Covid, ou je ne sais pas, de l'accouchement. C'est-à-dire que vous avez 3 causes de décès. Vous avez ce qu'on appelle le retard à la décision. C'est-à-dire que le retard à la décision, c'est-à-dire que d'aller, par exemple, consulter. Et ce retard est dû, par exemple, à la sous-information des gens qui ne sont pas éduqués sur les signes et symptômes de la maladie. Et il y a des gens qui ne sont pas éduqués du tout. C'est-à-dire que si vous avez entre une femme qui a fait des études, qui a un très bel emploi, et une jeune fille qui n'a pas fait des études, une jeune fille qui n'a pas fait des études a plus de chances de voir son enfant décéder avant l'âge de 5 ans qu'une femme qui a fait de bonnes études, qui travaille et tout ça parce qu'elle est plus éduquée. Donc il y a le retard à la décision qui est dû à l'information et l'éducation. Ensuite, vous avez le retard à l'arrivée de l'hôpital. Effectivement, sur la question des distances avec les plateaux des hôpitaux, vous avez des hôpitaux qui sont très loin, qui sont séparés par des longues distances, des collines, des montagnes et tout. Dans des villages où on décède du palu, parce que on transporte encore les gens dans la brouette. Donc vous avez le retard à l'arrivée qui est une cause de mortalité du virus, du palu. Ensuite, vous avez le retard à la prise en charge, la dernière cause et tout ça. Vous pouvez faire un parallèle toujours avec le Covid, c'est-à-dire que vous arrivez à l'hôpital, vous n'avez pas d'argent, il faut payer le carnet, il faut payer le thermomètre, il faut payer les médicaments, le personnel n'a pas aussi les moyens, l'hôpital est sous-équipé. Donc ce retard à la prise en charge, donc, évidemment, cause dans les décès, que ce soit du palu. Donc ces 3 retards, vous pouvez faire un parallèle avec le Covid. Donc on décède de ces 3 retards du palu, comme du Covid, comme d'autres pathologies. Alors, on parle palu, on parle Covid. Ces 2 pathologies ont une influence sur le travail. Oui. Là, je suis face aux médecins du travail. Vous, avec le 1er mai, c'est dans 2 jours, on parle du fait du travail et tout. Que doivent faire les employés? Et davantage, peut-être je dis davantage parce que je suis employé, les employeurs face à ces maladies-là, on sait peut-être moins le Covid, mais davantage le palu, on sait comment le palu handicape les entreprises. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour sortir de cela? D'abord, il faut que les responsables, les chefs d'entreprise ou des organisations, des responsables sur le travail soient sensibilisés à ces questions. Parce que le paludisme, on peut avoir l'impression que ce n'est pas un problème, mais ça impacte gravement sur la performance des entreprises. D'abord sur la question de la morbidité. C'est-à-dire que la morbidité, c'est-à-dire que le nombre de cas, c'est-à-dire que vous avez effectivement, plus vous avez des cas et tout ça, les patients, les employés qui sont tout le temps malades. Vous savez, dans de nombreuses entreprises, les consultations à l'infirmerie, le paludisme représente à peu près le tiers des motifs de consultation à l'infirmerie du palu. Ensuite, vous avez la question de la baisse de la productivité. Parce que le paludisme occasionne à peu près à lui seul près de la moitié des heures de travail perdues en entreprise. Les gens qui sont malades, ils vont pour le travail. Après le travail, il y a des repos maladie et consorts. Donc, vous avez
ça dit que vous avez donc cette baisse de la productivité, des gens qui devaient produire un travail pour que l'entreprise prospère, qui sont à la maison ou qui sont à l'hôpital, ils ne travaillent pas. Le troisième impact est l'impact économique. Parce que le paludisme pèse sur le budget de santé des entreprises. Et tout ça, les entreprises, les assurances, et tout. Donc, remettre la question de la lutte contre le paludisme, ou du Covid, ou d'autres pathologies, ou des accidents de travail, les maladies professionnelles, remettre ça, surtout ce 1er mai, qui a donc ce thème qui est centré, notamment sur la santé et sécurité au travail. C'est une urgence, parce que les entreprises pensent toujours qu'investir dans la santé au travail, c'est une perte de temps. Non. Si vous créez un centre médical d'entreprise, vous devez mettre un médecin du travail, 1 ou 2 médecins, parce que ça dépend de la taille, parce que le ratio, c'est à peu près un médecin du travail pour 250 travailleurs. Donc, vous devez mettre les médecins du travail en fonction de la taille de votre entreprise. Vous devez équiper l'infirmerie, vous devez mettre les moyens pour la promotion de la santé, parce que prévenir vaut toujours mieux que guérir. Vous devez mettre les moyens de la promotion de la santé et vous devez assurer également la couverture maladie pour pouvoir réduire donc le risque, parce que si la santé appauvrit. Donc si vous mettez quand même un système de couverture maladie, soit en contractant une assurance extérieure, soit en mettant vous-même en place votre propre mutuelle, ça permet effectivement aux employés de conserver leur pouvoir d'achat et donc d'être beaucoup plus productifs. Alors avec le Covid qui peut s'étendre entre 14 et 6 semaines, qu'est-ce que le médecin du travail que vous êtes conseille à l'employeur? Parce que l'employé, lui, à un moment à la maison, il a peur pour son travail parce qu'il a déjà mis beaucoup de jours à la maison. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là, et à l'employé déjà qui est psychologiquement atteint, et à l'employeur qui a un manque dans son entreprise? Ce qu'il faut dire clairement aux employeurs en cette période de Covid, c'est de mettre en place des plans de riposte du Covid. Parce que le Covid aujourd'hui est devenu le point de fragilité des entreprises. Et il faut lutter en mettant en place des outils spécialisés. Il faut mettre en place des plans de riposte avec plusieurs axes. Des axes de prévention primaire, parce que la prévention primaire vise à lutter contre à lutter contre la contamination, c'est-à-dire que mettre des masques, des gels, des cabines de désinfection, la distanciation sociale, le télétravail. Il faut faire de la prévention secondaire, c'est-à-dire la prévention secondaire, elle vise à dépister précocement les cas. Il faut mettre en place des plans de dépistage massifs en entreprise, dépistage en pause fixe dans les infirmeries des entreprises, dépistage en mobile, c'est-à-dire dépister sur le lieu de travail, sur les sites. Troisièmement, il faut mettre en place la prévention tertiaire, c'est-à-dire qui vise à atténuer les effets et tout ça de la maladie, par exemple en mettant en place des traitements, en luttant contre la stigmatisation et la discrimination en entreprise. Et le troisième, il faut d'autres axes, c'est qu'il faut renforcer le système de santé d'entreprise. Ça doit être le Covid, je le dis, doit être un prétexte pour renforcer le système de santé d'entreprise. Si l'entreprise le laboratoire de l'entreprise était pauvre, il faut l'équiper. S'il n'y avait pas de lit, il faut le centre, l'infirmier n'avait pas de lit, il faut équiper. S'il n'y avait pas de traitements en pharmacie, il faut équiper. Il faut renforcer le dispositif du centre médical d'entreprise pour qu'il puisse répondre non seulement aux défis du Covid, mais également à tous les autres défis sanitaires auxquels ils seront confrontés. Merci, Dr Roger Edouard. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je n'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup pour toutes ces réponses apportées. On était surtout dans un cadre didactique pour qu'on comprenne tout ce qu'il y a autour du Covid et de la vaccination. Ouais, moi aussi, je pense qu'il faut multiplier ce type d'initiative pour inviter toujours des professionnels de la santé, parce qu'en ce moment, la santé est le cœur, même ça dit qu'aujourd'hui, pour relancer l'économie, il faut on ait un capital humain qui soit fort. Donc la santé aujourd'hui est devenue la pierre angulaire de la relance même de notre économie. Il faut continuer dans ce travail de sensibilisation et d'éducation des masses. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres, et à jeudi prochain.